Pour traiter de l'actu de la semaine, nos deux experts aujourd'hui sont Alain Staron, on le connaît bien évidemment dans Smart Tech, président et cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner encore aujourd'hui. Marie-Christine Levet nous accompagne également, cofondatrice d'Edu Capital. Bonjour. Bonjour. On vous connaît bien aussi d'ailleurs dans Smart Tech. Plusieurs sujets ont retenu notre attention. D'abord, sans surprise, on ne parle plus que de lui, ChatGPT, cet agent conversationnel qui repose sur l'intelligence artificielle. Le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, a annoncé il y a quelques jours qu'il allait saisir le Comité national pilote pour l'éthique du numérique pour, je cite, éclairer nos décisions à venir. Il parle d'une innovation pleine de promesses qui présente néanmoins des risques et soulève des questions démocratique. Alain Staron, au vu des polémiques qui entourent ces dernières semaines cette IA, est-ce que la saisine de ce comité national pilote pour l'éthique du numérique, elle est légitime ? Absolument. Oui. On a besoin de réfléchir. On est tous individuellement perdus. Honnêtement, c'est plein de promesses et c'est clairement transformateur de la civilisation. Donc, on a intérêt à regarder de très très près ce qui va se passer. On ne sera pas trop autour de la table pour réfléchir à c'est quoi les impacts possibles et surtout, quelles en sont les conséquences pour nous en termes d'organisation. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on doit s'éduquer ? Le monde entier va changer. Mais qu'est-ce qu'il en attend exactement de ce comité ? Faudrait peut-être lui poser la question. En fait, on attend tous de la réflexion anticipative. C'est-à-dire qu'ils nous disent, voilà, si ça s'installe, les impacts vont être de tel ordre à tel ordre à tel ordre dans tel et tel compartiment de l'économie. Et en conclusion, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être adapté? Il faut qu'on s'adapte. Marie-Christine Levet, un enjeu de civilisation. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Pourquoi cette intelligence artificielle, qui soulève évidemment des questions éthiques, pourquoi cet outil-là suscite autant d'animosité aujourd'hui ? Parce qu'il est très nouveau, il est très transformateur, il est très nouveau, il donne la voix à plein de promesses, mais aussi plein de dérives. Et on l'a vu avec les dérives qui se passent aujourd'hui sur Twitter, les dérives peuvent arriver très vite. Et donc, je pense que c'est vraiment important de fixer un cadre et de fixer des garde-fous sur quelque chose qui va vraiment transformer profondément la manière dont on a de l'information. C'est aussi transformateur que l'a été le moteur de recherche il y a 20 ans au début de l'Internet. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les très grands de la recherche sur Internet s'emparent de ce projet. Ils vont l'intégrer dans le moteur de recherche. On va en parler évidemment, mais de quoi faut-il se méfier ici et pourquoi, Marie-Christine Levet ? Parce que c'est très nouveau et donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Oui. Donc typiquement, alors vous savez, on en parle dans l'éducation. Le chat GPT est devenu le cheat GPT. Est-ce que les élèves vont s'emparer de l'outil pour ne plus réfléchir et recracher ce que chat GPT leur aura donné? Alors moi je suis quand même plutôt confiante sur le fait que l'intelligence humaine est devant l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, pour l'instant, on a fait pas mal de tests, des professeurs ont fait pas mal de tests avec des devoirs faits par ChatGPT et en général, il donnait 9-10 parce qu'effectivement, il y avait une réponse au quoi, qui, mais il n'y avait pas de réponse encore au comment et pourquoi. Et on n'avait pas encore tout ce qui est l'esprit critique. Voilà pourquoi j'analyse un sujet, comment je lis deux sujets entre eux. Tout ça n'était pas encore là et on voyait que c'était quand même une machine, mais une machine qui le faisait bien, sans aucune faute, etc. Après, cette machine, elle est intelligente, elle apprend. Et donc, une fois qu'elle aura appris à mieux faire, à faire ce pourquoi et ce comment, c'est clair que ça peut vraiment révolutionner les choses. Pour l'instant, aujourd'hui, on est resté quand même dans le fait que l'esprit critique est fort et c'est ce à quoi l'école et l'éducation doivent amener les élèves à réfléchir, c'est à développer cet esprit critique. Alain Staron. ChatGPT apporte pour la première fois de la confusion. Jusqu'à présent, même les moteurs de recherche, donc on ne sait pas forcément comment fonctionne l'algorithme, mais on sait appréhender les résultats. C'est une liste. Alors, on marque sponsorisé quand c'est sponsorisé, donc on se doute bien qu'il y a du sponsor, c'est pas toujours marqué, mais voilà, c'est une liste. Et donc, nous jouons avec la liste. Pour la première fois, on n'a plus une liste. On a une conversation de quelqu'un qui pourrait être un humain. Et donc, les règles sous-jacentes ont totalement disparu. Ce qui pose un paquet de questions. Autant dans une liste sponsorisée, en haut, j'ai les sponsors, dans un texte, ils apparaissent comment, les sponsors ? Parce que si je suis très très malin, je ne vais pas les mettre au début. Je vais les mettre en conclusion d'un texte comme une évidence. Et là, on rentre dans vraiment l'intuition humaine, enfin le langage humain, la communication humaine, dans laquelle il n'y a pas de règles. Enfin, les règles, elles sont des générations et des générations d'apprentissage. Et ChatGPT ne fait que copier. Mais copier en utilisant les bonnes ficelles pour pouvoir
pousser des messages qu'on sera incapable d'évaluer. On verra jusqu'où cette machine va devenir intelligente, de plus en plus intelligente, grossir. Sur ce même sujet, cela fait la une cette semaine aussi. En réponse donc au succès du robot conversationnel d'OpenAI, Google lance sa propre version du logiciel. La multinationale prévoit de l'intégrer dans son moteur de recherche, baptisé Bard. L'outil sera capable, comme ChatGPT, de répondre à des questions en produisant du texte imitant la syntaxe donc humaine. Marie-Christine Levet, est-ce qu'on peut se poser la question du timing de ce lancement ? Est-ce qu'il est pertinent de dévoiler cet outil alors qu'on ne parle en ce moment que de ChatGPT ? Non, mais il n'est pas étonnant. C'est normal que tous les grands acteurs des GAFAM vont rivaliser sur ce sujet. Et à la limite, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, on aura tous les millions. Parce que c'est là qu'on a quand même les meilleurs ingénieurs et les meilleurs développeurs. C'est dans ces grands GAFAM. Et autant que tous mettre leur intelligence collective à développer des solutions concurrentes et des solutions qui vont se rivaliser à coût de milliards et de milliards de dollars. Donc, c'est absolument pas étonnant. Et comme on le disait auparavant, c'est normal à la limite que toutes les firmes des moteurs de recherche s'emparent de ce sujet, parce que ça va vraiment être aussi révolutionnaire que le moteur de recherche, et ça va, je pense, totalement être intégré dans le moteur de recherche. Donc c'est tout à fait normal que Google s'empare du sujet. Il suffit d'aller aujourd'hui, vous sortez de l'émission, vous tapez Bing, et on vous demande, posez-moi votre question. Aujourd'hui. Et ça ringardise d'un coup je tape une série de mots-clés en attendant d'un coup. C'est binaire. Alors, très bien que la technologie s'en empare et que tous les scientifiques, les ingénieurs du monde entier se disent « Ok, je vais faire la même chose ». Maintenant, la disruption, parce qu'on parle bien de ça, ce n'est pas que une histoire de technologie. C'est aussi une histoire de modèle économique qu'on met derrière. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi le modèle économique derrière un agent conversationnel ? Autant la publicité sur un moteur de recherche, c'est facile, c'est qui vient des listes. Je fais quoi du côté agent conversationnel, sachant que la publicité, ça doit être encadré. Parce que la publicité, par essence, on pousse de l'info, on essaie plus ou moins de manipuler les gens, donc il faut vraiment encadrer. Et ça, c'est du ressort des autorités réglementatives. Donc sur l'intérêt pour Google de cet outil, vous tapez Google, vous tapez Bing, vous allez sur Bing maintenant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Bing est très peu utilisé, donc tout le monde reste sur Google. Mais Google a intérêt à anticiper en disant moi aussi, je vais avoir dans ma barre de recherche, tapez votre question en langage naturel. C'est juste un no-brainer. Ils sont obligés d'aller là, sinon ils sont ringardisés. Alors, ils ont l'avantage de la part de marché, donc tout le monde ne va pas sur Bing aujourd'hui, mais on peut quand même faire confiance à Microsoft, qui a quand même un peu d'argent, qui a un moteur de recherche, pour chercher à le pousser aussi. Qui a intégré ChatGPT d'ailleurs, Microsoft. Parce que OpenAI, ils sont actionnaires, donc c'est dans Bing, c'est aujourd'hui dans Bing. Marie-Christine Levet, cette lutte donc entre ces géants, elle ne fait que commencer. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Meta, d'Apple. Où sont-ils ? Voilà. Est-ce que cette guerre entre les géants sur cette question de l'IA ne fait que commencer ? Elle ne fait que commencer, c'est clair. Il y aura de plus en plus d'argent et de plus en plus d'investissements dans ce domaine. Mais ce qui est fondamental aussi, et dont on n'a pas parlé, c'est que c'est vrai que par rapport au moteur de recherche, on connaissait les sources. Le moteur de recherche nous répondait et nous disait, voilà, telle information, elle vient de telle université, elle vient de telle... Là, on ne connaît plus les sources. Et donc, ça pose des problèmes éthiques très importants. C'est qui sont les sources derrière ce que ChatGPT va nous donner. Et voilà. Et c'est là qu'il peut y avoir énormément de dérives, si on ne connaît plus les sources, et de transformation même de l'histoire, et de se dire d'où va venir, est-ce qu'on va avoir une conception très américaine, par exemple, des choses, etc. Et c'est là vraiment que le gros sujet d'éthique apparaît. Typiquement, ils peuvent recombiner. Un agent conversationnel peut recombiner des données sources, alors qu'un moteur de recherche, on ne les recombine pas, il les liste. Et là, c'est la porte ouverte. C'est-à-dire, comment fait-on pour savoir, ce que dit Marie-Christine, comment fait-on pour savoir comment ça a été recombiné ? Nous passons maintenant à la deuxième actualité de la semaine. Nous parlons, je le disais, des sites réservés aux adultes qui seraient prochainement interdits aux mineurs. L'accès aux sites pornographiques en France nécessitera bientôt l'installation d'une application afin de prouver sa majorité. Le gouvernement souhaite imposer ce dispositif dès le mois de septembre pour empêcher les enfants d'accéder donc au contenu adulte. Alain Staron, est-ce que vous avez un peu étudié le sujet ? En quoi elle consiste exactement, cette application, pour prouver sa majorité ? Ce que je comprends, c'est c'est d'utiliser des données personnelles dont on dispose quelque part. Il y a plusieurs sources de données personnelles, et d'émettre un code barre, un QR code unitaire qui permet de valider le fait que ce QR code unitaire, porté par quelqu'un, traduit le fait que ce quelqu'un a plus de 18 ans. C'est ça le principe. Ils ne sont pas encore arrêtés sur la technologie dans le détail, comment ça fonctionne, mais c'est ça le principe. Qui l'a élaboré, cet outil ?
Je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est d'abord une initiative du gouvernement. Hein. Je veux enfin faire quelque chose de sérieux sur ce sujet. Et honnêtement, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Après, toutes les difficultés qu'il va y avoir, c'est où est-ce que je vais trouver les datas qui me permettent de caractériser l'âge de quelqu'un quand c'est un mineur. Parce que déjà on a du mal, et c'est normal avec un adulte, avec un mineur, les données normalement elles sont très très protégées. Vous parlez de dispositifs sérieux, les spécialistes disent eux justement que cette solution sera facilement contournable grâce à un VPN. Pourquoi c'est encore difficile aujourd'hui de croire en l'efficacité de cette solution, Marie-Christine Levet? Est-ce qu'on y croit cette fois? On aimerait y croire, parce que c'est vrai que le fléau de la pornographie sur les mineurs est terrible. Aujourd'hui, il y a quand même 20 millions d'utilisateurs de sites pornographiques en France, dont 12% de mineurs. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2 millions de jeunes qui utilisent régulièrement des sites pornographiques et 2 tiers ont moins de 15 ans. Donc c'est clair que c'est un énorme fléau. En tant que mère de 2 garçons, en tant que femme, c'est terrible. Ça donne une image très dégradante de la femme. Ça brouille l'imaginaire des jeunes sur leur sexualité et sur leur corps. Et donc il faut trouver des solutions. Après, ces solutions, elles vont être très difficile à implanter, parce que moi, je ne veux pas faire vieux dinosaure du web, mais au début d'Internet, dans les années 2000, il y avait eu une volonté aussi de réguler l'Internet et de faire des lois pour empêcher l'accès à des sites avec des contenus illicites. Alors c'était à la fois de la pornographie, mais aussi du contenu négationniste, raciste. Et à chaque fois qu'on essayait de mettre des garde-fous, les sites changeaient d'adresse. Et donc voilà, on a en face de nous des gens très très malins. Donc voilà, donc espérons qu'on trouve des solutions, mais voilà, les solutions jusqu'à maintenant, elles ont souvent été contournées. D'où le fait, on en parlait au début, de former le plus possible de personnes à tous ces sujets de cybersécurité qui sont essentiels pour à un moment donné ne plus avoir de contournement. Après, il se donne l'autorisation dans la loi, d'interdire carrément des sites qui ne respecteraient pas cette règle. Donc, alors après, est-ce qu'on peut interdire des sites Internet? Voilà, le VPN permet évidemment de tout contourner. Marine-Christine Levet, donc selon vous, la solution elle viendra donc de la pédagogie, de l'éducation. C'est vrai qu'en parallèle, le gouvernement a lancé hier une campagne de sensibilisation et de promotion du site Je protège mon enfant. Le pitch, si chaque parent a le réflexe d'apprendre à ses enfants à nager, à regarder avant de traverser, le même niveau de vigilance s'impose face aux écrans. Pédagogie, éducation, on peut partir de là. C'est clair que la pédagogie et l'éducation est fondamentale. À un moment donné, il y avait eu aussi la volonté de mettre du contrôle parental. Le contrôle parental a toujours été détourné. Donc les applications sont souvent détournées. Et à un moment donné, je me rappelle très bien, il y avait, quand je dirigeais un fournisseur d'ATC, il y avait aussi la logique de dire que tous les fournisseurs d'ATC allaient proposer un contrôle parental gratuit aux parents. Mais les parents ne les installaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas les avoir pour eux-mêmes. Donc à un moment donné, c'est aussi une question de responsabilité collective de tous sur ces sujets. Mais voilà, je pense qu'effectivement, si on arrive à trouver quelque chose qui peut juger de l'âge pour pouvoir permettre de rentrer ou pas dans un site, ça sera bien. Mais voilà, compliqué à ne pas contourner, détourner. Et malheureusement, la loi ne fait pas tout. C'est vrai que, comme le dit Marie-Christine Levet, c'est pas la première fois que le gouvernement s'attaque à ce problème de l'accès des mineurs au contenu pornographique. Pourquoi c'est si difficile à encadrer, à contrôler? Parce que déjà, ces sites-là sont pas domiciliés en France pour la plupart, à l'instant. Et en fait, on est toujours contre-mesure, contre-contre-mesure, contre-contre-contre-mesure. Et donc, en fait, il y a des intérêts à augmenter l'audience, quelle que soit l'audience derrière, donc ce qui est condamnable en soi, mais l'extraterritorialité ne s'applique pas en Europe. On n'a pas encore de loi extraterritoriale au contraire des US, donc on est incapable de réagir. Enfin, il faut appeler un chat, sauf à fermer. Et le VPN permet de contourner. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Bon, résultat, on y croit ou pas à cette application? En fait, moi, j'ai envie de dire que si on avait du biométrique infalsifiable, on commence à avoir du biométrique infalsifiable, puisqu'on paye avec sa tête, et qu'on sache mettre un âge sur une tête, on devrait se rapprocher d'une solution qui aura un sens. Marie-Christine Levet. Oui, je suis assez d'accord. Il faut une solution assez puissante pour pouvoir contourner, et c'est pas seulement une loi qui va le permettre. On passe, si vous le voulez bien, à la 3e actualité de la semaine.
Nous parlons de Twitter dans ce débrief de l'actu. La certification payante est désormais disponible en France. Une version baptisée Twitter Blue est proposée autour de 9,60 € par mois. Alain Staron, pareil, moi je vous pose la question, est-ce que vous avez tout compris? Code bleu pour les comptes certifiés, gris ou jaune pour les organismes gouvernementaux. Voilà, est-ce que vous avez compris ce nouveau code couleur? J'étais obligé d'aller voir la page Twitter Blue pour comprendre ce qu'il y a dedans. Ouais. Et honnêtement, je ne suis pas très surpris qu'il y ait moins de 0,2% de gens qui est craqué. Parce que c'est cher pour pas forcément grand-chose. Alors si, vous pouvez changer la couleur de l'icône Twitter sur votre téléphone. Waouh. Super. Voilà. Alors vous pouvez aussi multiplier des onglets. Vous pouvez aussi reprendre un tweet quand vous l'avez publié pour le corriger. C'est de ce niveau-là. Bon. Vous organisez un peu mieux Space, comment vous accédez au contenu audio. Marie-Christine Moi, je Levet. pense que c'est un échec cuisant. Hein. Il y a 300 000 personnes qui ont installé Twitter Blue. C'est, je crois, 28 millions de dollars de revenus pour Twitter, 1% de leurs revenus. Bon, à la limite, c'est rassurant. C'est rassurant, ça prouve que finalement, les usagers ne sont pas des lapins chrétiens qui payent pour n'importe quelle fonctionnalité. Après, ce qui est beaucoup plus grave, c'est la dérive de Twitter en ce moment. Il y a vraiment une dérive de Twitter. C'est devenu quand même là où on retrouve les propos les plus négationnistes, racistes, homophobes, etc. Il y a quand même eu, là, avec la volonté d'Elon Musk de réduire fortement les coûts de Twitter et d'enlever la modération, on se demande bien, est-ce qu'on a intérêt finalement à rester sur ce réseau? Moi j'ai une question, il y aura des conditions à remplir pour obtenir cette certification ou il faut juste payer maintenant? Moi, ce que je comprends, c'est... Moi, j'aurais sorti ma carte de crédit, je devenais Twitter Blue. Hein. Donc, quelle est la légitimité alors à avoir un compte certifié aujourd'hui, Marie-Christine Levet, Je sur ne vois Twitter? pas. Moi, je me demande même quelle est la légitimité à rester, rester sur Twitter. Donc, je suis pareil, encore moins la légitimité du ton bleu. Le déchaînement de violence verbale, on voit en ce moment sur Twitter, donne pas du tout envie de continuer à utiliser ce réseau social. Hein. On n'est plus dans l'échange, on est dans l'invective. L'ambition ici pour Twitter, c'était laquelle? C'était on modifie le modèle économique, là. Elon Musk s'est jamais caché de dire cette boîte ne gagne pas d'argent, il faut se mettre à gagner de l'argent. Bien. Donc il faut. Donc j'ai l'audience, ça me rapporte de la pub, mais pas assez, donc je vais faire du freemium. Du gratuit puis payant. Voilà, n'importe qui à sa place aurait la même idée. Hein. Après, il suffit pas d'avoir l'idée. Marie-Christine Levet. Oui, c'est clair que le modèle freemium, c'est celui qu'on veut mettre quand on veut trouver d'autres sources de revenus que la pure publicité. Après, l'usage parle. Et l'individu n'est pas un lapin crétin. Et pour payer vraiment pour des fonctionnalités supérieures, il faut vraiment que ça apporte des fonctionnalités supérieures. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est arrivé aussi parallèlement au fait où Twitter maintenant est devenu un torrent d'injures, de propos racistes, de propos homophobes. Donc, c'est arrivé aux deux moments. Et ce torrent, il pourra arriver de comptes certifiés demain? Puisque si ces gens ont payé... je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup moins de modération sur Twitter. Donc c'est une question. Si on dit le client est roi, même pas sûr. De toute façon, la modération est tombée très très bas sur Twitter. Hein, donc, certifié, pas certifié... Je vois pas pourquoi je paierais. J'aurais moins le droit de dire des bêtises que si je ne payais pas. Vous parliez des avantages de cette certification. C'est quoi la promesse ici de Moi, je ne l'ai pas énormément compris, à part d'avoir le super badge, de se dire devant les autres qu'on a son super badge et qu'on est, est un peu plus influenceur que les autres. Je trouve que finalement, la promesse n'est pas très claire. Elle n'incite pas les gens à payer. De toute manière générale, on parlait tout à l'heure de tous les sites, de toutes les choses gratuites. À un moment donné, on veut les limiter. Quand il y a eu, à un moment donné, de la musique sur Internet piratée, il y avait eu aussi comme la volonté du gouvernement de couper cette musique piratée. Quand il y a eu Spotify qui a demandé aux gens de payer pour un service qui vraiment valait la peine, là les gens payent. Là, le service ne vaut pas la peine. Bon, et la preuve, ça ne marche pas. Alain Staron, on termine comme chaque fois avec votre focus actu. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Non, ça. Non. Et vous nous parlez, je crois, aujourd'hui d'automobile? D'automobile, absolument. C'est un dada assez ancien. En fait, mon vrai dada, c'est la disruption. Et je me pose toujours la question de comment ça se fait qu'on arrive à se faire disrupter. Parce que, en fait, on ne voit pas ce qui est en train d'arriver, ou on le voit trop tard. Et pourquoi? Et quand on le voit, on ne lui accorde pas la valeur qu'elle mérite. Pourquoi? À cause de biais cognitifs, dont le premier est le biais de confirmation. Ce que je fais marche bien, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait de marcher bien. Si j'applique ça à la voiture marchait très bien. Quand Tesla est arrivé, les gens se sont dit... Tesla, c'est pas un sujet. En 2017, je commence à tweeter, je vois Tesla qui monte, qui était encore tout petit. Tesla était à un tiers, 40% du volume de voitures vendues de Porsche en 2017. Et je dis, à quel moment Tesla va-t-il dépasser Porsche? Sur Twitter, je me suis fait insulter.
Comment vous n'y pensez pas? Jamais Tesla rattrape Porsche. Biais de confirmation. On est en 2022. Donc Tesla, en 2017, c'était 1/3 des ventes de Porsche. En 2022, c'est 3 fois les ventes de Porsche. Donc, et alors, je pousse l'exercice suivant. Je disais ça sur ce plateau il y a quelques mois. Quand est-ce que Tesla va remplacer Audi? Et je disais l'année prochaine. Et tout le monde disait, mais tu joues encore au devin. Tesla, 1,3 million de voitures en 2022. Audi, 1,6. Audi, plus 3%. Tesla, plus 40%. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de maths pour vous dire que Audi, c'est l'année prochaine. Et by the way, Mercedes-Benz, c'est l'année suivante. Donc, alors, pourquoi je dis ça? Pour que tous ceux qui nous écoutent se disent, c'est quoi mes biais de confirmation? On a tous des biais de confirmation. Et en fait, il faut lutter contre ça si on veut survivre, se dépasser et rebondir dans un monde qui change tout le temps, parce que le monde change tout le temps. Et au passage, si Tesla démarrait avec les voitures électriques, on peut garantir que la Model 2, qui va sortir quelque part en 2023, va baisser les prix à autour de 25 000 euros. Et donc à ce moment-là, il ne faut pas imaginer que Tesla va baisser en volume. Ça va juste au contraire croître. Les cibles suivantes, c'est BMW 2,6 millions de voitures. Et puis après, c'est Volkswagen, du groupe inclus, 4 millions de voitures. Est-ce qu'on est prêt en Europe à attendre ça? Le patron de Volkswagen disait l'instant iPhone va peut-être nous arriver. On n'aura pas vu le truc venir. Donc, mon message, c'est très simple, c'est regardons ce qui est en train de se passer à côté, et on ne s'arrête plus maintenant à la technologie. Tesla vend 1,3 million de voitures sans concessionnaire. Et donc la disruption, elle n'est pas que produit, elle n'est pas qu'usage, elle est aussi go-to-market, distribution. Et là, c'est un chantier monumental, vous imaginez. Voilà. Merci beaucoup Alain Staron. Je rappelle, vous êtes président et cofondateur d'Artifil. Merci beaucoup d'avoir débattu avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. Marie-Christine Levet, cofondatrice d'Edu Capital. Vous restez avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous du week-end. Nous parlerons du potentiel des jeunes générations dans le domaine de l'innovation technologique. À tout de suite.